Bon, un Thomas remplace un autre. Et qu'est-ce que tu penses d'accueillir nos invités? Et allez, c'est parti. Donc on accueille Alison, Yasmine et Samuel. Bienvenue à tous les trois. Trop cool de vous avoir dans l'appart. Vous allez bien? Un micro ici. Yep. Est-ce que... Voilà. Super. Voilà, on vous fera passer les micros. Peut-être on peut passer à Yasmine ou pas? Vous échangerez les micros. Oui, voilà, on peut partager. Super. Oui, on s'est partagé. Alors, avant de pitcher votre boîte de vive voix, on va peut-être faire pitchonary. Qui veut se lancer en premier et dessiner son pitch? Allez, c'est Alison qui se lance. Tiens, Alison, je vais te prendre le micro. T'es pas censé parler, donc on va donner à Yasmine. Nous, on essaye de deviner, c'est ça? Faut deviner. C'est ça, ouais. Tout le monde peut deviner. Dans le public, n'hésitez pas. Et chez vous aussi, si vous laissez des commentaires sur Facebook pour deviner avant nous. Une personne, il y a donc, plusieurs personnes. Voilà. En tout cas, elles sont donc, heureuses. Un groupe. Une équipe? Une team Une équipe. qui lève les bras. Une équipe, plutôt positive. ouais. Le manager. Ouais. Une autre équipe? C'est marrant comme les personnes sont un peu plus grandes à droite. Qui travaillent ensemble? Il y a de l'interaction. D'accord. Collaboration. Une boîte téléphone avec un trou. donc c'est une bien joué. application. Ça, c'est original. Ok. D'accord. Donc ils collaborent de manière digitale entre eux. Ok. Voilà. Donc c'est une plateforme peut-être pour collaborer? C'est une plateforme collaborative pour se rencontrer. Ok. C'est mythique. Ok, d'accord. Donc c'est pas de la rencontre amoureuse. C'est pas la rencontre. Attention, il ne reste plus que 20 secondes. 20 secondes. Donc c'est pour chercher des nouveaux collaborateurs, c'est du recrutement. Oh, pas mal, Samuel se rapproche. C'est une plateforme de recrutement en ligne. Alors je t'invite à venir nous pitcher ta start-up pour de vrai. Merci pas mal. Pas mal, félicitations. J'ai été pas mal aidée justement par mes collaborateurs ici. Effectivement, j'ai beaucoup de talent. Le dessin n'est pas là-dedans. Effectivement, du coup, moi je suis la talent manager chez Side. Et du coup, Side, on est une plateforme. Effectivement, on peut voir ça à travers le joli ordinateur. On est une plateforme de mise en relation entre des entreprises, qu'on voit à droite, et des jeunes diplômés ou des étudiants qui souhaitent trouver du travail temporaire ou ponctuel. Du coup, on fait vraiment la mise en relation et on facilite justement une nouvelle façon de travailler. Ok, super. Très bien. En tout cas, félicitations pour le dessin, c'est vraiment pas mal. C'est magnifique. Allez, Yasmine, ok. Alors, est-ce que Yasmine va réussir à nous faire trouver aussi vite qu'Alison? Alors, on a des petits bonhommes aussi. Encore une équipe. Alors, je dis que c'est la même boîte. Alors, ce n'est pas de la rencontre. Ah, c'est un avion. C'est une agence de voyage. Ah, avion, ça c'est manger. Un organisateur de voyage. Un hôpital. Alors, si c'est pour voyager à l'hôpital, c'est compliqué. C'est quand on a trop mangé, on va à l'hôpital. C'est une assurance. L'argent. Il y a de l'argent. Un comparateur de prix pour aller à l'hôpital. Hôtel et restaurant. Hôtel et restaurant. Du Excel, on a du Excel. Une carte. Une carte bancaire. Un moyen de paiement. Les dépenses. C'est un moyen de paiement. C'est un moyen de paiement pour ses voyages. Ok, pour des équipes. Payer moins cher. Pour payer avec ses amis ou. C'est en groupe. C'est des voyages de groupe moins chers grâce à une plateforme de paiement. C'est une banque. Alors, est-ce qu'on chauffe, est-ce qu'on refroidit? En tout cas, c'est des paiements à plusieurs. On peut payer en équipe, c'est ça? C'est du crowdfunding pour faire un voyage? Ok, il y a donc un aspect collaboratif. C'est pour se faire financer ses vacances. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être sympa. C'est l'entreprise qui paye tes vacances. Alors, je pense que c'est un peu compliqué. Peut-être que tu peux venir nous pitcher ta boîte. C'était pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. L'idée de me faire payer mes vacances me plaît beaucoup. De savoir ce que c'est alors de vive voix.
Alors, est-ce que c'est vraiment pour payer ses vacances ou non, pas? c'est pas pour payer ses vacances. Le principe de Spendesk, c'est de transformer l'expérience de paiement en entreprise. Donc aujourd'hui, quand un salarié a besoin de faire un achat, que ce soit un achat en ligne, opérationnel, un outil, SaaS, je sais pas moi, des campagnes de marketing, booker un hôtel ou un billet d'avion pour son prochain voyage, bah, c'est toujours un cauchemar. Il sait jamais où est la carte de la boîte, est-ce qu'il fait une note de frais. On sait que la note de frais c'est compliqué, tout le monde déteste ça. Donc le principe de Spendesk, c'est d'offrir une solution end-to-end pour les salariés, pour les managers et surtout pour les contrôleurs financiers derrière qui doivent récupérer tout le bordel qui a été fait par tout le monde, de proposer une plateforme qui permet à la fois de gérer les demandes d'achat, émettre un moyen de paiement, une carte virtuelle, une carte physique pour payer sur le terrain, et ensuite qui va, avec un système d'intelligence artificielle, récupérer toute la donnée. On va avoir les données du paiement, on sait exactement qui a payé quoi, le reporting est super clair, on récupère toutes les factures automatiquement, on va extraire la TVA et envoyer tout ça au logiciel comptable. C'est génial, hein. Donc du coup, on fini les notes de frais. Fini les notes de frais, fini la carte de la boîte qui circule entre toutes les mains. Ouais, et toutes les pertes de temps associées. Exactement. Et du coup, Trop on cool. simplifie aussi le travail du responsable financier qui n'a plus besoin de faire la chasse aux factures, de deviner qui a payé quoi, qui gagne du temps sur la saisie comptable. Donc voilà, Excellent. le principe de Spendesk. Et on y était presque, Bravo. Ouais, le voyage. Du coup, il y a une partie... Bravo en tout cas pour tes dessins. Allez, à toi Samuel. Ouais, t'as la pression Samuel, parce qu'elles ont fait fort. Hein. Alors attention, c'est parti. Du recrutement. Alors, recrute. Donc, Une équipe. Ok. Décidément, il y a beaucoup d'équipes à chaque Qui fois. pense à faire du tennis. Ah, Des cerveaux. Qui pense à faire du du tennis tennis aussi. Donc, c'est une équipe de tennis ou une équipe de futurs tennisman. Et donc là, nous Dans le avons cloud. un cerveau. Un cerveau qui aime aussi le tennis. Donc ils ont la même idée, c'est ça? En tout cas, on voit qu'il s'applique. Hein. Il met vraiment du cœur. Alors, il y a des, Mais attention, des emails. je le rappelle, tu n'as Et qu'une qui s'envoient minute. une Ah, lettre par la ouais. poste. Il y a un échange. Ah, c'est pour jouer au tennis de façon virtuelle. Ok, donc c'est une application de rencontre basée sur des hobbies communs. La mort du sport. Ouais. Ah, il n'y a plus de tennis, c'est fini le tennis. Donc ça peut être autre chose. Ok. Pour ceux qui n'aiment Une pas le pizza. tennis. Une horloge. Des- Manger. Ah, vous avez réussi à avoir mangé. Wow. C'est pour se rencontrer en fonction de ses intérêts, c'est ça? Oh, yeah. Bravo Pauline, super. Ah, Pauline. Bon, on aimerait en savoir plus quand même de vive voix. Alors, Samuel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet, ta boîte? Donc en fait, effectivement, c'est Commit. Commit, c'est une intelligence artificielle. Bon, le cerveau n'était pas très réussi, mais c'était l'idée. Allez, faut en trouver en tout cas. Bravo. C'était une intelligence artificielle au service du bien-être pour faire des activités ensemble. L'idée, c'est de deviner dans une communauté donnée, donc dans une entreprise, dans une communauté de fans, peu importe la communauté, quels sont les intérêts communs des personnes. Donc on se refocalise sur l'humain, on se reconcentre sur l'humain. Et en fonction de vos intérêts communs, on vous propose de faire des activités ensemble pour vous connecter, pour vous connaître et donc pour étendre votre réseau au sein de la communauté. Donc voilà, c'est une intelligence Excellent. artificielle derrière tout ça. Donc très tendance par rapport à tout ce qu'on entend en ce moment. Voilà. Super. Ben, merci à vous trois pour cette petite séquence imprévue de Pictionary. Pauline, je te laisse poser peut-être la première question. Pourquoi pas, oui. Alors, on a beaucoup parlé, à chaque fois, vous dessinez toute une équipe. Et justement, la thématique, c'est la culture interne. Donc, les équipes, c'est super important. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Samuel. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la culture interne? Et surtout, comment tu l'appliques dans ta boîte? D'accord. En fait, moi, la culture interne et la culture en sens général et le sens de la culture interne, ce qui est très important pour moi, c'est la connexion entre les gens. Quand on a lancé Commit, quand on a lancé la Happy Tech, le leitmotiv pour nous, c'est humaniser le digital. C'est digitaliser le bien-être, oui, parce qu'on est des outils digitaux innovants, mais humaniser le digital. Et pour moi, la culture, c'est avant tout l'être humain et sur se concentrer sur ce qu'est l'être humain en soi-même, c'est-à-dire indépendamment de sa position hiérarchique de son entreprise, indépendamment de la division dans laquelle il travaille, l'être humain et les connexions entre les gens. Comment est-ce qu'on peut recréer du lien, recréer de la vie entre les gens? C'est pas le tout d'avoir le baby-foot dans la cafette. Si personne vient jouer au baby-foot, on ne crée pas de lien, on ne crée pas de culture. Donc moi, ma vision des choses, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut reconnecter les gens entre eux, recréer des occasions de faire des choses ensemble, d'oublier tout le reste et de s'intéresser à ce qui est le plus important, c'est-à-dire le lien social entre les individus. Et je pense que la culture passe par ce lien social.
Du coup, avoir un baby-foot dans sa start-up, ça suffit pas à dire qu'on est cool et qu'on a une bonne ambiance. C'est pire que ça, c'est-à-dire que même si tu as le baby-foot dans la cafette, même si tu as la cantine gratuite, les boissons à volonté et des locaux magnifiques, si tu t'entends pas avec les gens avec qui tu travailles, ton manager ou les joueurs autour de toi, t'as pas envie de venir au travail. Alors qu'au contraire, si tu t'entends bien avec les gens autour de toi et si vous avez une connexion, une bonne culture, vous pouvez travailler dans un garage, fonder une multinationale, on en a vu. Donc pour moi, c'est d'abord le lien humain qui prime. D'accord. Et Yasmine, alors chez Spendesk, comment ça se passe au niveau culture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dédié à ça, qui gère? Est-ce que vous avez des choses particulières de mise en place? Alors nous, du coup, on est une petite équipe. Aujourd'hui, on est 25. La culture interne, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui nous différencie. C'est un argument de recrutement et c'est aussi un argument de dire pourquoi je viens encore tous les matins, pourquoi j'ai envie de me lever parce que j'aime voir mes collègues, etc. Et dans nos valeurs, il y a un côté un peu transparence, collaboration, autonomie et c'est quelque chose qui se voit dans notre culture dans le sens où on essaie de démocratiser les initiatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va dire la culture interne c'est ça et les activités qu'on va faire c'est ça. Et c'est en fait l'idée c'est vraiment que chacun puisse contribuer. Donc pour ça on va faire une petite sortie toutes les semaines qui va être lancée par les personnes qui ont vraiment envie d'aller boire une bière ce soir. On va aller faire tous les mois une activité avec toute l'équipe qui va être organisée par 2 personnes un peu tirées au hasard dans l'équipe. Et donc c'est 2 personnes qui vont travailler ensemble pour organiser je sais pas un bowling, un karaoké, un escape game, enfin peu importe. Et on essaye aussi d'appliquer la méthode Scrum, la méthode agile de sprint planning à toutes les équipes pour en fait créer aussi une culture de je sais pourquoi je viens le matin, j'ai un petit stand-up sur mes tasks, j'ai fait un rétro planning, je fais un rétro à la fin de la semaine qui va me permettre de recevoir du feedback et de aussi dire je suis content, je suis pas content, j'ai passé une bonne semaine parce que, et ça fait partie de notre culture en fait. Ouais, donc pour toi la culture, en tout cas chez Spendesk, c'est pas uniquement le côté fun, il y a aussi une organisation de travail qui fait que c'est partie intégrante de la culture. Et qui en fait repose sur chaque membre et où chaque membre est hyper important et où son apport est valorisé en fait dans toute la boîte, que ce soit sur des trucs plutôt fun ou sur comment on travaille, comment on avance et comment on structure nos process. Ok. Et Alison, alors d'expérience chez Side, est-ce que ça rejoint un petit peu ce qui a déjà été dit ou quelle est la culture en interne chez vous? Qu'est-ce qui est mis en place? Oui, tout à fait. Et il faut également garder en tête que nous, du coup, ce qu'on offre en termes de produits, c'est qu'on souhaite entièrement changer, révolutionner l'expérience du travail. Du coup, ça c'est notre produit, ça c'est notre promesse. Du coup, bien sûr, ce genre de choses, il faudrait qu'on commence à la maison. Effectivement, moi j'ai le rôle de talent manager, mais comme disait Yasmine, effectivement, le culture, dans tous les cas, c'est pas une personne. On peut pas mettre une responsable culture, on peut essayer. C'est pas comme ça qu'une culture ça se forme. Effectivement, le culture, les choses qui est le plus intéressant, c'est qu'il existe si tu le maîtrises ou si tu le maîtrises pas. Et à garder en tête que souvent, c'est une interaction de plein de choses. Ça peut être l'environnement du travail. Du coup, être dans des belles locaux, avoir des moments de détente, ça en fait partie. Forcément, des snacks, je suis un grand fan de manger. Du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé si facilement le dessin. Mais effectivement, ce qui est le plus important, c'est les bases. C'est le fait que des gens, effectivement, ils ont été recrutés pour utiliser leurs compétences à profit d'une mission auquel ils croient. Ça, pour le coup, c'est rarement quelque chose qu'on va trouver quand on parle d'initiative de culture. C'est de faire en sorte que ton organisation mette des gens dans des rôles où, justement, ils pourraient utiliser leurs compétences pour créer quelque chose ensemble. Ça, pour le coup, souvent, ça, c'est le vrai happiness au travail. Et alors, parlant d'happiness, n'hésite pas, Pauline, si tu as des questions. J'ai plein de questions qui me viennent en tête, mais on entend souvent parler des happiness managers, des office managers, sous ces nouveaux rôles qui existent depuis maintenant quelques années. Est-ce que pour vous, c'est bullshit? Ou alors est-ce que vraiment il y a un intérêt à avoir une personne dédiée à l'activité, au bien-être des collaborateurs? Pour moi, c'est pas du tout bullshit. Je pense que le rôle d'office manager, il va bien au-delà de je babysit les employés parce qu'on est en start-up et que tout le monde est jeune et qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. C'est pas ça. Je pense qu'il y a un rôle qui est clé dans l'élaboration de la culture, mais aussi c'est un rôle administratif. Qui va être hyper important, c'est un rôle de comment je soulage toutes les équipes opérationnelles pour qu'elles fassent leur travail au quotidien de façon hyper fluide et en fait tout le reste, tout ce qui est à gérer, en fait c'est l'office manager qui va le prendre. Donc pour moi je pense qu'elle a un rôle clé qui est pas du tout bullshit. Après le côté un peu happiness officer, je pense qu'il y a plein de titres aujourd'hui qui sont un peu un petit peu plus je pense les happiness ninja, les happiness voilà, mais ces titres-là on les voit dans d'autres les grosses ninjas, je veux dire on le voit dans toutes les dans différentes typologies de postes quoi. Donc après, il faut leur laisser un peu de marge de manœuvre aussi. J'ai entendu parler de Chief Happiness Officer qui étaient justement très frustrés parce qu'on les embauche et finalement, on leur laisse pas faire grand-chose.
Je voulais juste dire un mot là-dessus parce que nous, les Chief Happiness Officers, c'est quelque chose qu'on a ciblé au départ quand on lançait la startup et c'est une des populations qui vient le plus vers nous dans la Happy Tech. Et moi, je crois que c'est à la fois bullshit et pas bullshit en réalité. Parce que avoir une démarche où on met quelqu'un, qu'on paye, qu'on dédie du temps pour essayer d'améliorer le bien-être, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas une mauvaise idée en soi, peu importe son titre en réalité. Par contre, très souvent, qu'est-ce qu'on voit ? On voit beaucoup de marketing et de communication. C'est important la posture, c'est important de dire oui, je veux mettre du bien-être, je communique dessus, le patron ou le comité de direction vient et dit on va améliorer, on va chercher à améliorer. C'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'en réalité derrière, ça se concrétise pas. Très souvent, en quoi cette démarche, cette communication, ce marketing qui peut être fait en interne, qui part souvent de bonnes intentions, se concrétise. Mettre quelqu'un qui est dédié, c'est une bonne idée, mais il faut voir les moyens qui sont derrière. Et donc, quelle est la vraie politique bien-être qu'on met derrière ? Quelle est la politique qui se met ? S'il n'y a pas ça, c'est bullshit. S'il y a une vraie politique derrière, et nous, on promeut cette politique en disant on veut l'outiller avec des outils qui viennent de la Happy Tech, des solutions technologiques innovantes qui vont plugger un petit peu et supporter cette démarche de manière concrète au quotidien. Si on a ça, je pense que c'est pas bullshit. Si on a juste la com, le marketing et peut-être un rôle dans lequel on investit, mais pas de moyens et pas de démarche réfléchie sur comment accompagner ce bien-être-là, là, effectivement, on est plus dans le bullshit. Ouais, d'accord. Ouais, je te rejoins entièrement. Je pense qu'on ne peut pas mettre un Chief Happiness Officer ou donner l'Office Manager qui effectivement est un vrai rôle, un rôle pivot et clé dans l'entreprise pour que tout se marche très bien autour. On ne peut pas dire c'est ton sujet. Du coup, maintenant, on te donne les titres et on s'arrête là. C'est un très bon compliment, je pense, d'avoir des sujets de fond, d'avoir compris ce que des gens et pas que des nouvelles générations. Et il faut pas penser que justement en start-up c'est que des jeunes et du coup eux ils cherchent. Enfin, tout le monde cherche à avoir du sens dans le travail. Ça c'est pas une question d'âge pour moi. Et si on peut donner du sens au travail, si on peut justement couvrir les bases, c'est-à-dire être bien rémunéré aux valeurs qu'on apporte à l'entreprise, si on couvre ces questions de base et si on a ce genre de et si on comprend pour moi le business case du happiness au travail. En fait, du happiness au travail, c'est souvent compris comme du bullshit pour le coup, parce qu'on estime que c'est une couche qu'on ne remet pas dessus. En fait, il y a des études qui montrent effectivement que des salariés qui sont plus heureuses, effectivement, c'est souvent ça le stat qui est cité. Justement, enfin, ils travaillent plus longtemps, ils sont là-dedans, mais il faut voir que, il faut comprendre que ça va au-delà de ça. C'est pas, ils sont contents de qu'ils restent une demi-heure plus le soir. C'est qu'ils croient aux missions et ils croient également que la boîte le rende si qu'ils investissent. Du coup, c'est assez profond. Tu l'as constaté dans ton entreprise justement que les gens étaient plus productifs parce qu'ils étaient plus heureux. Je pense absolument. Je pense qu'il faut, pour moi, les cultures et la happiness, il faudrait qu'ils soient instaurés dans tous les systèmes de base. Du coup, il faudrait, par exemple, si on a une culture, si on n'a pas de culture à happiness, si on dit qu'on veut, par exemple, que l'entreprise, c'est une entreprise qui performe, et du coup, on veut effectivement que des gens qui sont très motivés par le challenge, par le sens de résultat. Si ensuite tes systèmes, par exemple, t'es 100% contre le télétravail, mais t'as une culture qui dit on veut que des gens soient motivés par le fait qu'ils livrent du travail. Bon, il y a un petit mismatch. Oui, ouais, ok. Et on entend souvent, et vraiment dernièrement un peu plus dans la presse, que ce côté un peu culture au travail, le côté fun, surtout dans l'univers startup, c'est aussi un moyen de moins payer les collaborateurs. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet, sachant que c'est un petit peu... Est-ce que vous le faites aussi ? Alors, je vais me mouiller. La question piège. Je vais me mouiller. Nous, on est une start-up qui s'est lancée il y a 1 an. C'est lancé le 10 janvier 2017, donc on a à peine 1 an. On n'a pas fait de levée de fonds tout de suite. On est passé par des business angels. On n'a pas forcément les moyens de payer et d'engager des collaborateurs au même tarif qu'on peut avoir dans des grandes entreprises. Je travaille chez Microsoft à côté, je vois bien la différence. Je suis incapable de m'aligner. C'est juste impossible. Par contre, par rapport à d'autres, on amène du sens. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que on veut de l'engagement. Le côté fun, c'est pas tellement l'idée de payer moins, parce que le jour où on peut payer plus, on paiera plus, et on veut en fait payer à la juste valeur. Par contre, ce qu'on veut apporter, et c'est aussi pour ça que des jeunes talents viennent dans les startups comme la nôtre, et qui pourraient travailler dans n'importe quelle grosse boîte aujourd'hui, et qui veulent venir et qui restent et qui s'engagent, c'est parce qu'on amène du sens dans le travail, et on vit les valeurs qu'on veut porter. Et c'est extrêmement important. C'est ce qui fait qu'on n'est pas bullshit dans une startup, c'est parce qu'on vit nos valeurs ou on les vit pas. Moi, une des premières choses que j'ai fait dans la startup, quand on est passé de 0 à 20 en 1 an, à 20, quand on est à 20, j'ai voulu porter un message en disant on a 2 valeurs majeures, franchise et bienveillance. Il faut se dire les choses.
Et il faut être bienveillant les uns avec les autres. Et à partir de là, on peut créer des choses. On a un coach sportif qui vient une fois par semaine parce qu'on va vers ces notions de sport et de communauté. On est en train de mettre en place des cours de danse. On est allé voir le dernier Star Wars tous en équipe. Enfin, on fait des choses qui fait qu'on se fédère. On se fédère parce qu'on veut vivre nos valeurs. Et parce qu'on vit nos valeurs, nos ressources aujourd'hui sont engagées. Elles sont dans l'entreprise. Elles aiment l'entreprise, je le crois. Et du coup, elles peuvent être démarchées ou chassées par des grandes boîtes, et c'est le cas pour certains d'entre eux. Et ils viennent nous le dire, et ils sont encore là. Et ça, c'est une vraie victoire. Ouais, donc c'est pas une question de payer moins. C'est on vit vraiment ce qu'on veut porter, et on y croit. On a du sens dans notre travail. Super. En tout cas, top comme valeur. Les filles chez Yasmine, chez Spendex, de souvenir, vous recrutez beaucoup en ce moment. Ouais. Ma petite remarque sur le salaire, c'est que l'idée, c'est évidemment en start-up, on gagne moins bien sa vie que dans une grosse boîte du CAC 40. Enfin là, il n'y a aucun doute pour tout le monde. C'est de payer équitablement. Et surtout d'avoir des grilles de salaire qui soient transparentes. Dans le sens où, moi je suis recrutée, je suis dev, j'ai un peu d'expérience et je négocie à mort, donc j'ai un super salaire. Alors que la même personne avec un même profil qui négocie beaucoup moins arrive avec un package complètement différent. Donc ça, c'est quelque chose qui est impossible chez nous. On a une grille très claire de selon l'ancienneté, l'équipe dans laquelle tu rentres, est-ce que tu as un poste manager ou pas, etc. On a une grille très claire de quel est ton salaire d'entrée. Et donc du coup, l'idée c'est que c'est pas celui qui négocie le plus qui a le plus, quoi. Ce qui est souvent comme ça dans une petite boîte où tu sais pas trop. Et alors ça fait partie de vos valeurs, ce côté un peu transparence. La transparence fait partie de nos valeurs. En fait, on utilise typiquement un outil de knowledge management qui nous permet en fait, tout simplement un outil de notes partagées qui permet en fait de communiquer tous les rétros dont je parlais. On parle de Slide. Ouais. Super. Super projet pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, du coup, par exemple, dans Slide, quand on va faire des rétros entre team leaders, une fois par mois, pour se dire c'est quoi les grands axes, qu'est-ce qu'on veut changer dans la boîte, c'est quoi les gros problèmes qu'on a, enfin ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce qu'on veut continuer, ce qu'on veut arrêter. En fait, il y a rien de caché. Ces réunions, elles se font. Ensuite, on fait un compte rendu dans Slide et en fait tout est écrit là, tout est transparent. Et en fait, l'idée c'est que chacun soit au courant de ce qui se passe, puisse intervenir sur ces sujets et qu'il n'y ait pas d'impression que non, en fait ça c'est leur sujet à eux, on peut pas. Tout à l'heure, tu nous parlais de management agile et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je sais pas si ça parle à tous les gens qui nous regardent. Peut-être que tu peux en dire 2 mots. Je suis pas. question piège. La méthode agile, c'est avant tout une méthode produit. Comment comment faire évoluer son produit de façon incrémentale en ayant un planning chaque semaine de pouvoir faire une release de son produit et améliorer son produit en laissant des nouvelles features et de comment on découpe ça sur plein de petits tasks dans la semaine. Et la méthode agile, ça permet vraiment de suivre cette méthode en faisant un stand-up le matin, tous les matins se dire c'est quoi ma prio du jour, toutes les semaines on commence la semaine en se disant c'est quoi ma to-do de la semaine et en fin de semaine on se fait un post-mortem en disant qu'est-ce qui a marché, pas marché. Et en fait ça on peut l'élargir à tout type de projet. J'allais vous demander en fait, alors n'importe qui répondra, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un point de vue culturel dans vos startups respectives qui n'a pas fonctionné? Est-ce que vous avez essayé de mettre en place quelque chose, que ce soit d'un point de vue pro plus un peu perso dans les offres? Qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné? Alison. Moi, je pourrais parler peut-être au sens large de choses que j'ai vues, peut-être ailleurs, qui n'ont pas trop marché. On va dire, souvent, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de dire, c'est de dire des choses, une chose, par exemple, dans une annonce, qui n'est pas retrouvée là-dedans. Ou c'est de mettre l'axe, par exemple, sur des mauvaises choses. Du coup, je dirais, souvent, on a tendance à survendre l'ambiance, de dire c'est fun, c'est jeune, c'est potentiellement ça, c'est des à côté. Souvent, je pense notamment à le recrutement des développeurs. Moi, je fais pas mal de recrutement tech. Je passe beaucoup de temps avec des ingénieurs. Il y a rien de pire que voir une annonce effectivement avec un ninja, avec un Roxa, avec quelque chose. Je sais pas qui décidait que c'était une très bonne idée, mais effectivement, c'est ce côté. Au lieu de se focus sur ce qui est important pour des gens, c'est de focus sur des choses qui sont plus marketable, qui parlent plus des apéros, des rooftops, c'est super. Je dirais, mettre l'axe sur, pas se focaliser sur les bonnes valeurs, sur ce qui a vraiment de l'importance. Ouais. Yasmine, tu veux rebondir? Je pense que en fait, ce qui marche vraiment pas, c'est simplement l'hypocrisie. Enfin, une culture interne, en fait, il faut qu'elle ressemble à l'équipe. Et si l'équipe, c'est pas une équipe ultra cool, de super hips, dans ce cas-là, on peut avoir une culture interne qui soit basée sur la bienveillance, la simplicité. Et en fait, il faut vraiment être en phase avec soi-même. Et donc, ce qui marche pas, c'est de dire qu'on est, un super ninja de la start-up du siècle, alors qu'en fait, on n'a même pas envie d'être ça parce que ça nous parle pas, quoi. Mais du coup, c'est important dans le recrutement. Ça veut dire qu'il faut aussi recruter des gens qui sont vraiment en accord avec les valeurs de l'entreprise et de toutes les personnes qui la composent. Le fit humain est hyper important en recrutement.
Tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Samuel? Non, je réagissais, mais là c'est parti. Mais sur ce qui a pas marché, tu disais le recrutement c'est clé. Enfin, nous absolument pour tout recrutement, on essaie de faire passer un maximum de personnes parce qu'il faut que l'aspect humain passe. C'est-à-dire que on va plutôt s'appuyer. Enfin, moi, une de mes convictions dans tous les recrutements que j'ai fait, que ce soit en start-up ou en grande entreprise, c'est toujours de chercher à une personne qui s'adapte à l'équipe et qui peut intégrer l'équipe, pas forcément dont les compétences sont les meilleures, parce que les hard skills, comme on dit, les compétences, on peut toujours les acquérir, on peut toujours les apprendre, on peut toujours progresser dans une équipe. Et d'ailleurs, c'est le rôle même du manager, du leader et de l'équipe de faire progresser et grandir les personnes qui sont en son sein. Si les personnes arrêtent de grandir, c'est qu'on a raté quelque chose. Par contre, détecter les soft skills qui correspondent aux valeurs, justement, à l'équipe, à l'état d'esprit et qui est capable de se fondre dans un collectif pour avancer ensemble, ça c'est clé, tu vois. Donc dans les recrutements, nous en particulier, on regarde d'abord ça. Et après, ce qu'on privilégie aussi, c'est le réseau aux petites annonces, quand c'est possible, parce que des fois c'est compliqué. Mais on aime bien quelqu'un qui est présenté par quelqu'un de l'équipe, parce que voilà, ça amène une espèce d'aura, j'allais dire, positive dès le départ. Et la positivité, c'est important. Ouais, et puis certainement un cercle de valeurs similaire, et c'est un peu ce que vous avez tous dit en substance, d'arriver à être en accord avec les valeurs. Est-ce que les valeurs, c'est des valeurs qui vont émaner de la direction, donc par exemple des fondateurs, ou c'est quelque chose qui va être co-construit avec l'ensemble des collaborateurs? Comment vous l'imaginez ou comment c'est formalisé dans vos boîtes? Moi, je pense, et je reviens toujours au même, effectivement, sur l'hypocrisie, on va essayer de mettre en place des valeurs qui viennent en nous ou qui viennent de quelque part. Si c'est pas ce qui est vécu au jour par jour et historiquement, enfin, on peut mettre tous les mots-clés qu'on veut. Autour de ça, ça va pas marcher. Du coup, je pense que c'est pas important d'où ça vient. Je pense que c'est à quel point ça nous ressemble aujourd'hui et où est-ce qu'on veut y aller. Du coup, il est possible, ce que je disais, c'est que chaque entreprise, chaque groupe des personnes, si c'est un groupe des amis, si c'est il y a une culture dans tous les cas. C'est la réunion, quand il y a plus qu'une personne, il y a une culture. Ouais, donc, c'est une culture globale. Hein. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, si on a décidé quelque chose, ok, est-ce que ça nous rassemble aujourd'hui? Est-ce que demain, on a envie d'autre chose? Changer la culture, par exemple, ça c'est un vrai sujet. Quand on parle de happiness ou d'instaurer ou de gérer la culture, on parle souvent de le changer, de faire en sorte pour qu'on y va vers quelque chose que peut-être on n'était pas à l'époque. C'est pas très grave, c'est nécessaire. La culture du startup au début, peut-être de 0 à 20, ça sera pas pareil, de 20 peut-être à 50. On recrutera peut-être différemment pour des différentes raisons. Mais si on veut changer la culture et si on veut, par exemple, instaurer un comportement qui n'est pas aujourd'hui le cas ou qui n'était pas historiquement pas le cas, il vaut le coup en fait de modeler, mettre l'exemple de ce comportement bien avant de parler. Du coup, de faire ça, de manager comme ça, avant de dire en fait on fait comme ça. Je sais pas si c'est assez clair parce que sinon on dit des mots et les gens disent c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Ouais. Après, je pense que c'est absolument illusoire de penser que la culture elle n'est pas inspirée par les fondateurs ou par le management. Enfin, aujourd'hui, dans une start-up, le fondateur de la start-up, il incarne un petit peu cette start-up. Même les grosses, regardez Facebook ou Microsoft, Bill Gates, il a incarné sa culture. Mark Zuckerberg, il incarne la culture de Facebook. Et on voit bien même dans les grosses boîtes, un Microsoft qui a changé complètement de culture, il a changé 3 fois. Ils ont eu que 3 patrons dans toute l'histoire de cette boîte. Et le 3e patron, il change complètement la culture. Donc les fondateurs dans une start-up, ils incarnent une culture, c'est évident. Ils amènent des valeurs, c'est évident. Ils sont pas seuls. Il n'y a pas que ça. Ils sont évidemment avec l'équipe. Mais je pense qu'à partir du moment où on rentre dans une entreprise, les valeurs, elles sont à minima portées par les dirigeants et très 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 souvent, si ce n'est systématiquement, impulsées par les dirigeants. Donc c'est obligé qu'en tant que dirigeant et encore plus fondateur d'une boîte, les valeurs que vous portez intrinsèquement, humainement, quelque part vous les reportez dans l'entreprise. Pour moi, c'est du coup, la culture interne, ça influe aussi sur l'image extérieure qu'on peut avoir de l'entreprise. Est-ce que c'est un atout dans le recrutement? En fait, il y a 3 choses il y a 3 types de valeurs au sein de la boîte. Je reprends le triptyque de la marque de Liam Vougar qu'on a vu il y a pas très longtemps. Il y a ta vision de ta boîte, et souvent en start-up, c'est vraiment la vision portée par les fondateurs. Il y a ton business. Est-ce que tu as un business qui fonctionne, qui tourne? C'est quoi tes métriques de croissance, etc. Comment tu recrutes? Et ensuite, il y a ta marque produit. Quelles sont tes valeurs produits, quelle est ta vision produit. Et en fait, tout ça, il faut que ce soit en accord. La question initialement, c'était l'impact de... Est-ce que ça influe sur le recrutement? Ouais, ça influe sur le recrutement, c'est évident. Et en fait, sur le recrutement, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a
ces trois différents composants entre la marque, le produit et ton business qui vont influencer sur les différents recrutements. Typiquement, recruter un dev, ta vision produit va être clé. Comment tu le construis? Est-ce que tu utilises des technos innovantes? Est-ce que tu distribues ton marché ou pas? Pour un recrutement, marketing, la vision compagnie, business, c'est la clé, quoi. Donc à chaque fois, c'est hyper important. Et ce qui va être clé là-dedans, c'est la vision du fondateur et l'exemplarité, comme tu disais. Je pense que c'est les deux facteurs clés. D'accord. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps, Pauline, ou pas, avant la prochaine? On peut peut-être poser une dernière question. Je te laisse la dernière question. Alors, la dernière question, c'est, on va dire, la question big picture. C'est, imaginons, vos boss, ou en tout cas les responsables de la startup dans laquelle vous êtes, vous donnent budget illimité. Donc, voilà, sur la carte, il y a beaucoup de zéros. Qu'est-ce que vous faites d'un point de vue culturel, que ce soit en événement, en activation, pour un peu booster la culture de chacune de vos startups respectives? Moi, je vais être ouais. Et effectivement, moi, je vais rester très simple dans les basiques. Ça sert de dire, par exemple, de donner plus 20% à tout le monde sur les salaires. Je pense effectivement, c'est potentiellement ça qui sert intéressant. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que des choses qui sont essentielles dans la culture n'ont pas pris. Je pense que c'est la communication, c'est la manière qu'on arrive justement en tant que fondateur de transmettre la vision, où est-ce qu'on va, pourquoi on fait. Pour le coup, oui, effectivement, il y a potentiellement, au lieu d'avoir un écran télé où on fait passer le pourquoi et les valeurs tous les jours, on pourrait avoir un skywriter qui le fait au ciel, ça serait stylé aussi. Mais je pense le fondamental, le message reste le même, c'est de parler avec des gens. Je pense effectivement, le budget est limité. La première chose que je ferai, c'est un sondage auprès des salariés. Alors, on oublie souvent, en fait, on les amène beaucoup des choses qui sont bonnes pour eux, et sans avoir demandé. Assez souvent, on dit vous allez adorer, on a pris du ping-pong. Ah en fait, nous, on n'aime pas. Enfin, ils préféraient totalement autre chose. C'est pas ça. Du coup, je demanderai, je n'aurai rien augmente de salaire et j'ai écrit nos valeurs dans le ciel, quoi. Ouais. Avec une belle fusée d'Elon Musk. Wow. Yasmine, chez Spendesk. Nous, je pense que l'augmentation, c'est une très bonne idée. Première, je pense que non, mais en termes de culture et de bonheur au travail, c'est évident. Je pense qu'on répartirait ce budget. Et en fait, sur, je sais pas, les X prochains mois, et en fait, on ferait des petites équipes de dire, ok, voilà, toi, t'as ce budget-là pour faire ce que tu vas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on le fait une fois par mois, on le fait une fois par mois avec des petits moyens, mais si on peut le faire une fois par mois avec des énormes moyens, du coup, ça changerait rien à la méthode, quoi. On aurait juste plus de budget pour faire la même chose. Et ça serait quoi, alors, le truc le plus fou? Le truc le plus fou. Imagination débordante, qu'est-ce que tu proposes demain à l'équipe? Si c'était toi qui devais gérer ce budget illimité? Si c'est moi, hein. Oui. Moi je fais venir un super chef et je fais une méga session de cuisine. Ouais, c'est food à fond, quoi. Ok, food. Top. Et toi, Samuel? Moi, en tant que patron de start-up, j'aurais du mal à dire en live sur Facebook que je vais augmenter tous mes salariés de 20% vis-à-vis de mes investisseurs. On espère qu'ils regardent et en même temps, on va dire qu'ils ne regardent pas. Non, très concrètement, nous, si demain on a ce budget et on y arrive, moi, c'est des choses très concrètes que je ferais. Déjà, je recruterais parce que les équipes ont besoin d'être aidées et j'ai envie d'avoir des équipes où tout le monde se sent épanoui et où ils peuvent prendre le temps de faire les choses. Et dans une start-up, on le sait, on court, on touche à tout, on court partout. Et donc, renforcer les équipes pour faire mieux et prendre le temps, je pense que c'est important. Je reverrai les locaux complètement à neuf parce que ça, c'est clé. Se sentir bien, changer de locaux, avoir plus d'espace pour chacun, etc. Et puis, j'emmène tout le monde aux Seychelles et on fait un team building. Voilà. Donc, changement de locaux, nourriture, voyage. Exactement. Les basiques, en fait. Super. Bon, alors Thomas, je te propose qu'on passe à la boîte à vérité. Oh, la boîte à vérité. Alors, est-ce que tu as une main innocente? Innocente, pas vraiment. Est-ce qu'on laisse choisir les uns pour les autres? Ou avant que toi, en fait, on va poser une seule question et on va choisir la meilleure réponse à cette question. Ok. Et la meilleure réponse va gagner un petit cadeau d'un de nos partenaires. Est-ce qu'on peut faire tirer quelqu'un du public ou pas? Il y a pas mal de gens qui regardent. Je vais aller voir. C'est bien pour une main innocente. Bonjour, tu t'appelles comment? Gabriel. Gabriel a une main innocente. Je te laisse poser la question. Quelle a été ta plus grosse frayeur? Donc c'est la question. Merci beaucoup, Gabriel. Donc la plus grosse frayeur, qu'est-ce que ça a été? Qui commence? On parle de travail, on parle de... La plus grosse frayeur. La plus grosse frayeur. Alors si, peut-être Samuel ou Alison, si vous voulez répondre, si vous avez...
Est-ce que c'est de la galanterie ou de la lâcheté C'est afraid. Ce qui me fait le plus peur. Ouais, c'est ça. Ou ce Ou qui t'a fait le plus peur. Ok. À titre professionnel, bien effectivement, évidemment. vous pouvez peut-être entendre à travers mon accent que je ne suis pas française. En 2009, j'avais pris un avion depuis Sydney pour la France, sans parler un mot de français. Ça aurait dû me faire plus peur que ça me fait à l'époque. Je pense que je m'en rendais pas compte. Mais la première fois que je vais essayer effectivement de commander à la boulangerie, je pense que c'était un moment assez clé pour moi. Et le saut dans l'inconnu depuis l'Australie jusqu'à la France. Exactement. Et sinon, plus récemment, effectivement, c'était essayer de faire le parcours rapide sur la moto. Je suis en train de passer le permis moto et ça m'a fait bien peur la semaine dernière. Excellent. Alors Yasmine, Samuel. Non, je me suis retrouvée en zone de conflit au Moyen-Orient. D'accord. Et, ouais, oui, donc ça fait petite peur. Ouais, des petites roquettes, des choses comme ça. C'est sympa. D'accord. Non. D'accord. Alors, Plus une. Moi, ma plus grosse peur professionnelle, on va dire, c'est peut-être un peu, je sais pas, mais moi, ma plus grosse crainte en tant que patron de startup, c'est de perdre mes meilleurs collaborateurs qui partent ou qui m'abandonnent. J'ai des collaborateurs qui me sont très précieux. On a une équipe qui est absolument exceptionnelle, qui est formidable. Et ma plus grande crainte quand je me lève le matin, c'est d'arriver, que quelqu'un me dise finalement je vais partir ou je vais y aller ou ce genre de choses. Moi voilà, c'est ma plus grande crainte professionnelle. À titre personnel, j'ai déjà été en zone de conflit, j'ai déjà fait des trucs un peu bizarres. Je suis sauté d'une cascade où j'ai cru que je ressortirais pas. Enfin, il y a des choses comme ça. Et finalement, t'as plus peur de perdre tes collaborateurs. Et finalement, j'ai beaucoup plus peur parce que je tiens énormément à la startup, à Commit, à la Happy Tech. C'est un peu un bébé quand vous lancez une boîte. On a une équipe qu'on a mis du temps à monter. On a des collaborateurs. Moi, j'ai des collaborateurs au quotidien qui sont extrêmement précieux. Je sais pas ce que je ferais sans eux. Et si je les perdrais, je sais pas comment je continuerais. Donc, je crois beaucoup en eux. Et ma plus grande crainte, ce serait de les perdre. Voilà. Okay. Alors Thomas, t'en penses quoi? Qui a gagné? Ça va être difficile de départager. À titre personnel, je choisirais quand même Alison, le saut dans l'inconnu. C'est vrai que le voyage, tout lâcher. C'est une peur et c'est courageux en même temps. Et c'est extrêmement courageux, mais je pense que Yasmine, le côté aussi voyageuse et conflit. Et puis alors Samuel, c'est vrai qu'on a du mal parfois à se projeter du côté des fondateurs et de voir un peu la peine qu'ils peuvent avoir au quotidien, de voir donc des très bons collaborateurs les quitter ou l'aventure se terminer. Comment on départage dans ce cas-là? Parce que ça fait un... Vous en pensez quoi dans le public? La main innocente. D'accord, c'était pas si innocent. Je pense. Alors, comment on fait du coup? Moi, je partirais plutôt pour le saut dans l'inconnu linguistique pour Alison. Très bien. Alors, Alison, on va te laisser choisir parmi les petits cadeaux de nos partenaires. Et vous avez tous le droit de prendre une petite boule de Funky Veggie qui est passée tout à l'heure. Vous avez tous gagné. Voilà. Un petit goûter pour tout à l'heure. Noix de coco, tarte aux pommes et un autre qui a l'air super bon aussi, brownie. Ok. Voilà. Ouais. Merci en tout cas à vous trois. Ouais, merci super à vous, pour ces échanges et sur notre plateau. C'était une chouette émission. T'en penses quoi? Très sympa. Très sympa. Va être pour nous l'heure de rendre l'antenne. Bientôt, oui, effectivement. Ouais. Je rappelle simplement que vous pouvez voir et revoir cette émission sur Facebook. Et n'hésitez pas à la liker, la partager, à laisser vos commentaires. C'est l'heure d'éteindre, non? C'est l'heure d'éteindre, ouais. Tu le fais avec moi? Allez. C'est parti. Ciao, ciao.